Le sorceleur avait gravi une hauteur pour couper les lacets du sentier au tracé incertain, et c'est du sommet de cette hauteur qu'il aperçut pour la première fois les tuiles rouges du toit pointu d'une tour. La pente, envahie de noisetiers, encombrée de branches mortes couvertes d'un épais tapis de feuilles jaunies, paraissait un peu dangereuse pour être descendue à cheval. Le sorceleur fit demi-tour, redescendit prudemment de l'autre côté et rejoignit le sentier. Il allait lentement, retenait son cheval à intervalles réguliers et, suspendu à sa selle, cherchait à repérer la trace du chemin. Soudain, la jument secoua la tête, poussa des hennissements sauvages et se mit à piétiner, danser sur le sentier en soulevant un tourbillon de feuilles mortes. Geralt entoura l'encolure d'Ablette de son bras gauche et forma le signe d'Axia en croisant les doigts de sa main droite, qu'il passa ensuite sur la tête de sa monture en murmurant une formule magique. « Les choses vont si mal que ça ?» grommela-t-il en montrant le signe et en regardant autour de lui. « Du calme, Ablette, du calme. » Le charme agit rapidement. Mais la jument, pourtant stimulée par un coup de talon, repartit avec hésitation, sans conviction, perdant le rythme souple de son allure naturelle. Le sorceleur sauta lestement à terre et continua son chemin à pied. En tirant son cheval par la bride, il découvrit une muraille. Entre la muraille et la forêt, il n'y avait aucun espace, aucune franche séparation. De jeunes arbustes et des buissons de genévrier mêlaient leur feuillage à celui du lierre et de la vigne vierge agrippée au mur de pierre. Geralt dressa la tête. Au même moment, il sentit se coller sur sa nuque une petite créature molle, invisible, agaçante, qui avança sous ses cheveux en rampant. Il savait ce que c'était. Quelqu'un contemplait la scène. Il se retourna lentement, en douceur. Ablette s'ébroua, les muscles de son encolure frissonnèrent, s'agitèrent sous sa peau. Sur la pente qu'il venait de descendre, une jeune fille se tenait immobile, une main appuyée sur le tronc d'un aulne. Sa longue robe blanche contrastait avec la masse noire et brillante de ses longs cheveux décoiffés qui lui arrivaient aux épaules. Geralt crut la voir sourire, mais il n'en était pas sûr. Elle était trop loin. « Salut !» dit-il avec un geste amical de la main. Il fit un pas dans la direction de la jeune fille. Celle-ci tourna légèrement la tête pour suivre ses mouvements. Elle avait un visage pâle, d'immenses yeux noirs. Son sourire, si c'en était un, avait disparu, comme effacé d'un coup de chiffon. Geralt fit un nouveau pas en avant. Le feuillage frémit. La fille descendit la pente en courant, comme une biche, se faufila entre les buissons de noisetiers et ne fut bientôt plus qu'un trait blanc qui disparut dans les profondeurs de la forêt. Sa longue robe ne semblait pas entraver ses mouvements. La jument du sorceleur dressa brusquement la tête, en poussant des hennissements plaintifs. Geralt, les yeux toujours tournés du côté de la forêt, fit machinalement le signe pour la calmer. Puis il continua à longer la muraille en tirant son cheval par la bride, enfoncé jusqu'à la taille dans les bardanes. Il rencontra une porte, solide, garnie de ferrures, fixée par des gonds très rouillés, munie d'un grand heurtoir en laiton. Après quelques secondes d'hésitation, Geralt s'apprêtait à saisir l'anneau vert de grisé quand il fit un brusque bond en arrière. Au moment même, la porte s'entrouvait avec force grincement et couinement, en repoussant derrière les battants des touffes d'herbe, des cailloux et de petites branches. Derrière la porte, il n'y avait personne. Le sorceleur n'aperçut qu'une cour d'honneur déserte, abandonnée, envahie d'orties. Il entra en tirant son cheval. Abruti par le signe, la jument ne résistait pas, mais avançait à pas raides et hésitants. La cour était ceinte sur 3 de ses côtés par la muraille et des vestiges d'échafaudage en bois.
La façade d'un petit château bigarré d'un crépi vérolé, tombé par plaques de dégoulinades et de guirlandes de lierre, en constituait le quatrième côté. Les volets, à la peinture écaillée, étaient fermés. La porte également. Geralt attacha les rênes d'Ablette à un poteau situé près de la porte du château et se dirigea lentement vers la bâtisse par une petite allée de gravier qui passait à proximité d'un petit bassin empli de feuilles et de saletés, entouré d'une margelle basse. Au milieu du bassin se dressait une fontaine, sur un socle plein de fantaisie taillée dans de la pierre blanche, représentant un dauphin qui ployait en l'air sa queue ébréchée. À côté du bassin, dans ce qui avait dû être une plate-bande dans un passé très lointain, poussait un massif de roses. Était la couleur de leurs roses, les rosiers ressemblaient à tous les rosiers que Geralt avait eu l'occasion de rencontrer. Mais ces fleurs étaient particulières. De couleur indigo, certains pétales présentaient de légers reflets pourpres à leurs extrémités. Le sorceleur toucha une fleur, approcha son visage pour en humer le parfum. Elle avait l'arôme habituel des roses, juste un peu plus intense. La porte du palais s'ouvrit en même temps que tous les volets dans un vacarme assourdissant. Geralt se redressa brusquement. Un monstre fonçait droit sur lui dans la petite allée en faisant crisser le gravier. Avec la rapidité de l'éclair, la main droite du sorceleur se leva au-dessus de son épaule droite tandis que sa main gauche secouait fortement sa ceinture sur sa poitrine. Et la poignée de son glaive se retrouva toute seule dans sa main. Le fer, qui sauta du fourreau en émettant un sifflement, décrivit une petite courbe lumineuse et se figea, pointé dans la direction de la bête hideuse qui chargeait. À la vue du glaive, le monstre freina et s'arrêta. Le gravier glissa de toutes parts. Le sorceleur n'eut pas un frisson. La créature humanoïde était vêtue d'habits râpés, mais de bonne qualité, pourvue d'ornements du meilleur goût, mais fort peu fonctionnels. Cependant, son caractère humanoïde n'allait pas au-delà de la fraise souillée de son pourpoint. Celle-ci était dominée d'une énorme tête poilue, comme celle d'un ours, munie d'immenses oreilles, d'une paire d'yeux au regard fou et d'une gueule effrayante, pleine de crocs plantés de travers, où luisait une langue rouge, telle une flamme. « Fous le camp d'ici, mortel !» rugit le monstre, en agitant ses grosses pattes, mais sans pour autant avancer. « Fous le camp, sinon je te dévore, je te mets en pièces !» Le sorceleur ne bougea pas. Il ne lâcha pas son glaive. « Tu es sourd, fous le camp !» hurla la bête, avant d'émettre un bruit qui tenait du couinement du porc et du brame du cerf solitaire. Les volets de toutes les fenêtres claquèrent dans un grand fracas, en provoquant la chute de débris et du crépi des rebords de fenêtres. Ni le sorceleur ni le monstre ne bougeaient. « File, pendant que tu es encore en vie !» hurla la créature d'une voix qui paraissait déjà moins assurée. « Sinon... » Sinon, l'interrompit Geralt. Le monstre se mit à souffler violemment, pencha sa tête monstrueuse. « Regardez-moi cette audace !» fit-il calmement en montrant ses crocs et en dardant un œil injecté de sang sur Geralt. « Lâche ce fer, s'il te plaît. Tu ne dois pas avoir compris que tu te trouves dans la cour de ma maison, à moins que là d'où tu viens, il soit d'usage de menacer le maître des lieux d'une arme dans sa propre cour. » En effet, confirma Geralt, mais c'est réservé aux gens qui accueillent leurs hôtes en poussant des rugissements et en leur annonçant qu'ils vont les mettre en pièces. « Ah, peste !» s'écria le monstre. « En plus, tu m'offenses, intrus ! En voilà un visiteur. Il s'introduit dans votre cour, abîme des fleurs qui ne sont pas à lui, joue les grands seigneurs et pense qu'on va lui apporter le pain et le sel. » Le monstre cracha,
souffla et referma sa gueule. Ses crocs inférieurs, qui dépassaient à l'extérieur, lui donnaient une allure de sanglier. Alors, finit par dire le sorceleur, en baissant son glaive, nous allons rester longtemps debout. Et qu'est-ce que tu proposes? Qu'on se couche? Haleta le monstre. Range ce fer, je te dis! Le sorceleur rengaina habilement son arme dans son dos, sans la lâcher. Il caressa le pommeau qui dépassait de son épaule. « J'aimerais mieux que tu ne fasses pas de gestes trop brusques, dit-il. Je peux dégainer mon épée à tout instant, plus vite que tu ne le penses. »« J'ai vu !» râla le monstre. « Sans lui, il y a longtemps que tu serais dehors, avec l'empreinte de mon talon sur le fondement. Qu'est-ce que tu veux? D'où sors-tu » ?»« Je me suis égaré, mentit le sorceleur. »« Tu t'es égaré !» répéta le monstre avec une grimace inquiétante. « Eh bien, retrouve ton chemin! Autrement dit, dehors! Tends l'oreille gauche vers le soleil et garde-la comme ça. Tu te retrouveras bientôt sur la route. Allez! Qu'est-ce que tu attends? » ?»« Il y a de l'eau ici ?» demanda tranquillement Geralt. « Mon cheval a soif. Et moi aussi, si ça ne te dérange pas trop. » Le monstre dansa d'un pied sur l'autre, se gratta l'oreille. « Écoute un peu, toi, fit-il. Tu n'as réellement pas peur de moi? » Je devrais. Le monstre regarda autour de lui, se racla la gorge, remonta son pantalon bouffant d'un geste énergique. « Ah, peste! Qu'est-ce que j'en ai à faire? Un visiteur chez moi, ce n'est pas tous les jours qu'il m'arrive quelqu'un qui ne s'enfuit pas ou ne s'évanouit pas dès qu'il me voit. Allez, c'est bon. Si tu es un voyageur fatigué et honnête, je t'invite à entrer. Si tu es un brigand ou un voleur, je t'avertis, cette maison exécute mes ordres. À l'intérieur de ces murs, c'est moi qui commande. » Il leva une patte velue. Tous les volets cognèrent de nouveau le mur, et la gorge de pierre du dauphin émit de sourds gougous. « Je t'invite !» répéta-t-il. Geralt le scrutait sans bouger. « Tu habites seul ?» ?»« En quoi ça te regarde avec qui j'habite ?» interrogea le monstre en ouvrant la gueule de colère avant de pousser des ricanements sonores. Je comprends. Tu dois croire que j'ai à mon service 40 valets d'une beauté égale à la mienne. Je n'en ai pas, alors peste. Profite de cette invitation que je te fais de si bon cœur. Si tu ne veux pas, la porte est là, juste derrière ton postérieur. Geralt s'inclina avec raideur. « J'accepte votre invitation, dit-il d'un ton très protocolaire. Je ne manquerai pas aux règles de l'hospitalité. »« Tu es ici, chez toi !» répartit le monstre d'un ton tout aussi protocolaire et pourtant badin. « Par ici, cher invité, et amène ton cheval au puits. » L'intérieur du château avait lui aussi besoin d'être remis en état de fond en comble, mais tout était relativement propre et ordonné. Les meubles respiraient le bel ouvrage, même s'ils avaient été fabriqués dans des temps très anciens. Il flottait une forte odeur de poussière. On n'y voyait pas grand-chose. « Lumière !» hurla le monstre. Et aussitôt, une flamme et de la suie jaillirent d'une torche de résine plantée dans un support de métal. « Pas mal, » commenta le sorceleur. Le monstre ricana. « C'est tout l'effet que ça te fait? En vérité, je vois qu'il en faut plus pour t'impressionner. Je te l'ai dit, cette maison exécute mes ordres. Par ici, s'il te plaît, fais attention, l'escalier est raide. Lumière !» Dans l'escalier, le monstre se retourna. « Qu'est-ce que c'est que ce truc qui te pend autour du cou, cher invité ?» Regarde. Le monstre saisit le médaillon dans sa grosse patte, le haussa jusqu'à ses yeux en tirant légèrement sur la chaîne. Il a une vilaine expression, cet animal.
Qu'est-ce que c'est? L'emblème de ma corporation. Ah! Tu dois fabriquer des muselières! Par ici! Lumière! Ils entrèrent dans une grande salle, totalement dépourvue de fenêtres. Une énorme table en chêne, sans rien d'autre dessus qu'un grand candélabre en cuir vert de grisé, couvert de festons de cire froide, en occupait le milieu. Sur un nouvel ordre du monstre, les bougies s'allumèrent et scintillèrent en éclairant la pièce d'une lueur. L'un des murs de la salle était tapissé d'armes. Des compositions de boucliers ronds, de pertuisanes, de piques et de guisarmes entrecroisées, de lourdes rapières et de haches. L'âtre d'une gigantesque cheminée, surmontée d'un alignement de portraits écaillés et éraflés, occupait la moitié du mur voisin. Sur celui qui faisait face, à l'entrée, des trophées de chasse, des bois d'élan et de cerfs projetaient des ombres longilignes sur des hures de sangliers. Des têtes d'ours et de chats sauvages, montrant les dents, et sur des ailes ébouriffées et effilochées d'aigles et de vautours empaillés. Au centre, à la place d'honneur, se trouvait une tête de dragon de roche à la teinte marronasse, abîmée. Elle perdait son étoupe. Geralt s'en approcha. « C'est mon pépé qui l'a tué à la chasse !» dit le monstre, en fourrant une énorme bûche dans le gouffre de l'âtre. « Ce doit être le dernier qu'on ait pu chasser dans la région. Assieds-toi, cher invité, tu as faim, je suppose. » Je ne le nie pas, cher hôte. Le monstre s'assit à la table, inclina la tête, croisa ses pattes velues sur son ventre, marmonna quelques instants en tournant ses énormes pouces et poussa un rugissement silencieux en cognant sa patte contre la table. Des plats et des assiettes apparurent dans un cliquetis d'étain et d'argent, des coupes émirent un son cristallin. Une délicieuse odeur de rôti, d'ail, de marjolaine et de noix muscade se répandit. Geralt ne manifesta aucun étonnement. « Sois !» dit le monstre en se frottant les pattes. « C'est mieux que des domestiques, non? Serre-toi, cher ami. Voici une poularde. Tu as ici du jambon de sanglier, là du pâté de je ne sais pas trop quoi, de quelque chose. Ici nous avons des jolies notes. Non peste, ce sont des perdrix. Je me suis trompé de formule. Mange! C'est de la saine nourriture. De la vraie, n'aie pas peur. » Je n'ai pas peur. Geralt trancha la poularde en deux. « J'ai oublié que tu n'es pas de ces peureux. » Pouffa le monstre. « Comment t'appelle-t-on, par exemple ?»« Geralt. Et toi, cher hôte ?»« Nivelaine. Mais, dans le pays, on m'appelle le dégénéré ou le claqueur. Ils ont fait de moi un croque-mitaine pour effrayer mes enfants. » Le monstre engloutit le contenu d'une énorme coupe et plongea les doigts dans un pâté en arrachant environ la moitié de la terrine. Ils ont fait de toi un croque-mitaine pour effrayer les enfants, répéta Geralt la bouche pleine. Certainement à tort. Tout à fait. À ta santé, Geralt. À la tienne, Nivelaine. Comment tu trouves ce vin? Tu as vu, c'est du vin de raisin, et non pas du vin de pomme. Mais si tu n'aimes pas ça, j'en ferai apparaître un autre. Merci. Il n'est pas mauvais. Tes talents de magicien sont innés? Non. Je les ai depuis que tout ça a poussé. Ma gueule s'entend. Je ne sais pas comment ça m'est venu, mais la maison réalise tous mes souhaits. Rien d'extraordinaire. Je sais faire apparaître de la boostify, de quoi boire, des vêtements, des draps propres, de l'eau chaude, du savon. Toutes les femmes y arrivent sans sorcellerie. J'ouvre et ferme les fenêtres et les portes. J'allume le feu. Rien d'extraordinaire. Ce n'est tout de même pas rien. Et cette gueule, comme tu dis, tu l'as depuis longtemps? Depuis 12 ans. Comment c'est arrivé? En quoi ça te regarde? Verse-toi à boire. Avec plaisir. Ça ne me regarde pas, je te le demande par pure curiosité. C'est une raison qui peut se concevoir et qu'on peut admettre.
fit le monstre en éclatant d'un rire sonore. Mais moi, je ne l'admets pas. Ça ne te regarde pas un point, c'est tout. Cependant, pour satisfaire ta curiosité, ne serait-ce qu'en partie, je vais te montrer à quoi je ressemblais avant. Regarde donc les portraits là-haut. Le premier, à partir de la cheminée, c'est mon papa. Le deuxième, la peste sait qui c'est. Et le troisième, c'est moi. Tu vois ? Sous la poussière et les toiles d'araignée, Geralt put découvrir le portrait d'un bon petit gros, au regard délavé, le visage triste, bouffi et boutonneux. Geralt, qui n'ignorait pas le penchant des portraitistes à flatter leurs clients, hocha la tête d'un air chagrin. « Tu vois !» répéta Nivelaine avec un rictus. « Oui. »« Qui es-tu » ?»« Je ne comprends pas. » »« Tu ne comprends pas !» s'étonna le monstre, en se redressant. Ses yeux se mirent à luire comme des yeux de chat. « Mon portrait, cher invité, se trouve hors de la portée des bougies. Moi, je le vois, mais je ne suis pas un être humain. Du moins, pas en ce moment. Pour voir mon portrait, un être humain devrait se lever, se rapprocher et sans doute aussi prendre un chandelier. Or, tu ne l'as pas fait. La conclusion est simple. Je te pose donc franchement la question. Es-tu un être humain ? Geralt soutint son regard. Si tu poses le problème de cette manière, je n'en suis pas tout à fait un. Ah bon ? Dans ce cas, tu n'interpréteras pas comme un manque de tact de ma part le fait que je te demande qui tu es. Je suis sorceleur. Ah bon ? Répéta Nivelaine au bout d'un moment. Si ma mémoire est bonne, les sorceleurs gagnent leur vie d'une étrange manière. Ils tuent des monstres de toutes sortes, moyennant rétribution. Ta mémoire est bonne. Un nouveau silence plana. Les flamèches de bougies vibraient, fusaient en fines languettes de feu et se reflétaient sur le cristal taillé des coupes, sur les cascades de cire qui s'écoulaient le long du candélabre. Nivelaine ne bougeait pas de sa place, seules ses énormes oreilles remuaient légèrement. Admettons que tu aies le temps de sortir ton glaive avant que je te saute dessus, fit-il par dire. Admettons que tu aies même le temps de me porter une botte. Vu mon poids, il en faudrait plus pour m'arrêter. Je te mettrai par terre, rien qu'avec mon élan, et ensuite, ce seront mes dents qui décideront. À ton avis, sorceleur, lequel de nous deux a le plus de chances de s'en tirer si l'on se saute à la gorge ? Geralt, retenant du pouce le couvercle d'un pichet en étain, se versa du vin, avala une gorgée, se renversa sur le dossier de sa chaise. Il regardait le monstre en souriant, mais son sourire était particulièrement horrible. « Oui !» dit Nivelaine, en gratouillant la commissure de sa gueule avec ses griffes. « Il faut reconnaître que tu sais répondre à une question sans user ta salive. Je me demande comment tu vas te sortir de la suivante. Qui t'a payé pour me tuer ? Personne. C'est le hasard qui m'a conduit ici. Tu ne mentirais pas ? Il n'est pas dans mes habitudes de mentir. Et qu'est-ce qui est dans tes habitudes ? On m'a raconté des histoires de sorceleurs. Le souvenir que j'en ai, c'est que les sorceleurs enlèvent des enfants tout petits, qu'ils nourrissent ensuite d'herbes magiques. Ceux qui survivent deviennent à leur tour sorceleurs. Des sorciers aux pouvoirs extraordinaires. On les forme à tuer. On en extirpe tous les sentiments et tous les réflexes humains.
on en fait des monstres destinés à tuer d'autres monstres. J'ai entendu dire qu'il était grand temps de commencer à faire la chasse aux sorceleurs, parce qu'il y a de moins en moins de monstres, et qu'eux sont de plus en plus nombreux. Mangez une perdrix, avant qu'elle ne soit complètement froide. Nivelaine prit une perdrix dans un plat, l'enfourna entière dans sa gueule et la croqua comme une biscotte en faisant craquer les petits os entre ses dents. « Pourquoi ne dis-tu rien ?» demanda-t-il la bouche pleine. « Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans tout ce qu'on raconte sur vous ?» Pour ainsi dire, rien. « Et qu'est-ce qu'il y a de faux ?» Il est faux de dire qu'il y a de moins en moins de monstres. « C'est un fait. Ils sont plutôt nombreux. » dit Nivelaine en montrant ses crocs. « Tu en as un juste devant toi qui se demande s'il a bien fait de t'inviter. L'emblème de ta corporation m'a tout de suite déplu, cher invité. » « Tu n'es pas un monstre, Nivelaine, » dit le sorceleur d'un ton sec. « Un peste, voilà du neuf. Alors, qu'est-ce que je suis d'après toi ? De la gelée de canneberge, une compagnie d'oies sauvages qui s'envole vers le sud par un petit matin triste de novembre? Non! Alors, peut-être la vertu qu'une fille de meunier au bonichon a perdue auprès d'une source? Allez, Geralt, dis-moi, qui je suis? Tu ne vois pas que je meurs de curiosité? Tu n'es pas un monstre. Si tu en étais un, tu ne pourrais pas toucher ce plateau d'argent, et jamais tu n'aurais touché à mon médaillon. Oh! Rugit Nivelaine, si fort que les flammes des bougies se couchèrent un instant à l'horizontale. Décidément, c'est le jour des révélations! De la révélation de grands et horribles secrets. Je vais apprendre que ces oreilles m'ont poussé parce que je détestais la bouillie d'avoine quand j'étais petit. Non, Nivelaine, dit Geralt sans perdre son calme. C'est un sort qu'on t'a jeté, et je suis certain que tu sais qui l'a fait. Et à quoi ça m'avance de le savoir? On peut désenvoûter les gens. C'est possible, dans la plupart des cas. Et bien sûr, en tant que sorceleur, tu sais le faire. Tu dis que c'est possible, dans la plupart des cas. Oui. Tu veux que j'essaye? Non, je n'y tiens pas. Le monstre ouvrit sa gueule et laissa pendre sa langue rouge, longue de 2 empans. Ça t'embouche un coin, hein? Oui, avoua Geralt. Le monstre ricana, se carra dans son fauteuil. Je savais que ça allait t'épater, dit-il. Resserre-toi à boire. Installe-toi confortablement, je vais te raconter toute mon histoire. Sorceleur ou pas, tu as un bon regard, et j'ai envie de causer. Verse-toi à boire. Il n'y a plus rien. Ah, peste! Le monstre se racla la gorge, puis donna un nouveau coup de patte dans la table. À côté des 2 pichets vides, apparut par enchantement une grosse bonbonne de terre dans un panier d'osier. Nivelaine arracha le cachet de cire avec ses dents. « Comme tu as pu le remarquer, commença-t-il en remplissant les coupes. La contrée n'est guère peuplée. Il y a un bout de chemin pour aller jusqu'aux villages les plus proches. Car, vois-tu, mon cher petit papa et aussi mon cher Pépé, en leur temps, ne donnaient guère de motif de les aimer à leurs voisins et aux marchands qui s'aventuraient sur la route. Toute personne qui avait le malheur de s'égarer par ici courait le risque, dans le meilleur des cas, de perdre sa fortune, si papa le repérait du haut de la tour. Et 2 ou 3 villages voisins ont brûlé parce que papa considérait qu'ils ne payaient pas leur tribut avec assez d'empressement. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui aimaient mon papa, à part moi, naturellement. J'ai beaucoup pleuré le jour où un chariot a rapporté ce qu'il restait de lui après un coup de glaive qui lui avait été asséné à 2 mains.
En ce temps-là, mon pépé ne faisait plus de brigandage actif, depuis qu'il avait reçu un coup de Morgenstern sur le crâne. Il bégayait affreusement, bavait et faisait souvent dans ses culottes. C'est moi qui, en tant qu'héritier, ai dû diriger les écuyers. J'ai été jeune à l'époque. Poursuivit Nivelaine. Un vrai blanc-bec. Alors, les écuyers n'ont pas tardé à me mener par le bout du nez. Comme tu peux t'en douter, je l'ai commandé comme un porcelet dodu peut mener une meute de loups. Bientôt, on a commencé à faire des choses que papa, s'il avait vécu, n'aurait jamais permises. Je te fais grâce des détails. J'en viens aux faits. Un beau jour, on est allé jusqu'à Gélibol, près de Myrte, où on a pillé le temple. Pour mon malheur, il y avait aussi une jeune prêtresse. Qu'est-ce que c'était comme temple, Nivelaine? La peste seule le sait, Geralt. Mais ça ne devait pas être un bon temple. Je me souviens que sur l'autel, il y avait des crânes et des ossements et qu'un feu vert brûlait. L'odeur était horrible, mais venons-en aux faits. Les gars ont d'abord immobilisé la prêtresse pour lui arracher ses vêtements, puis ils m'ont dit qu'il fallait que je devienne un homme, et l'imbécile de morveux que j'étais est devenu un homme. Pendant l'acte, la prêtresse m'a craché en pleine figure et s'est mise à vociférer. Quoi donc? Que j'étais un monstre dans la peau d'un homme et que je serais un monstre dans la peau d'un monstre. Elle a parlé d'amour, de sang, je ne me rappelle pas. Je crois qu'elle avait un petit poignard, un tout petit poignard caché dans ses cheveux. Elle s'est tuée, et alors on a filé au triple galop. Geralt, c'est moi qui te le dis, on a failli crever les chevaux. Ce n'était pas un bon temple. Et après? Et après, tout s'est passé comme l'avait dit la prêtresse. Quelques jours plus tard, je me lève et tous les serviteurs poussent des hurlements et prennent leurs jambes à leur cou dès qu'ils me voient. Je vais me voir dans une glace, tu sais, Geralt. J'ai paniqué. J'en ai eu comme une attaque. Je revois toute la scène à travers un brouillard. Peut-être. Pour être bref, il y a eu des morts, plusieurs. J'utilisais tout ce qui me tombait sous la main. Et j'étais soudainement devenu très fort. La maison m'aidait de son mieux. Les portes claquaient, les meubles volaient, le feu crépitait. Ceux qui en avaient le temps s'enfuyaient, pris de panique. Ma tante, ma cousine, les écuyers, que dis-je, jusqu'aux chiens qui s'enfuyaient en hurlant, la queue entre les jambes. Gourmandine, ma chatte s'est enfuie elle aussi, le perroquet de ma tante est même mort de peur. Bientôt, je me suis retrouvé seul. Je rugissais, je hurlais, je devenais fou. Je cassais tout ce que je pouvais casser, en particulier les miroirs. Nivelaine s'interrompit, soupira, renifla. Quand la crise est passée, reprit-il au bout d'un moment, il était désormais trop tard pour faire quoi que ce soit. J'étais seul. Il n'y avait plus personne à qui je puisse expliquer que seule mon apparence physique avait changé, et que même si j'apparaissais sous une forme horrible, je n'étais qu'un gamin malheureux qui sanglotait dans son château désert et pleurait la mort de ses serviteurs. Ensuite, j'ai été saisi d'une peur atroce. Ils allaient revenir me tuer avant que j'eue le temps de m'expliquer, mais personne n'est revenu.
Le monstre se tut un instant. Il se moucha dans sa manche. Je ne veux pas revenir sur ces derniers mois, Geralt. Quand j'y pense, j'en tremble encore. J'en viens aux faits. Je me suis longtemps, très longtemps, terré dans le château, sans mettre le nez dehors. Dès que quelqu'un apparaissait, ce qui était rare, je restais enfermé. J'ordonnais juste à la maison de claquer les volets 2 fois, ou bien je hurlais tout mon sou par une gargouille de la gouttière. En général, ça suffisait pour que le visiteur fasse voltiger derrière lui un gros nuage de poussière, jusqu'au jour où, par une aube blafarde, je regarde par la fenêtre et qu'est-ce que je vois ? Un gros bonhomme qui coupe les rosiers du massif de ma chère tantine. Il faut que tu saches que ce ne sont pas des roses banales, mais des roses bleues de Nazaire. C'est mon pépé qui en avait ramené des plants. Fou de colère, j'ai bondi dehors. Quand le gros a retrouvé la parole qu'il avait perdue en me voyant surgir, il a crié qu'il voulait juste quelques fleurs pour sa petite fille. Il m'a supplié de l'épargner, de lui laisser la vie sauve et la santé. J'étais prêt à le mettre dehors, d'un coup de pied dans le derrière, quand un souvenir m'est revenu brusquement. Je me suis rappelé un conte que ma nounou, Lenka, une vieille harpie, me racontait quand j'étais petit. Peste, me suis-je dit. À ce qu'il paraît, les jeunes filles changent les crapauds en princes, ou les princes en crapauds. Alors peut-être que ces histoires renferment un grain de vérité, et c'est une chance. J'ai fait un bond de 2 brasses de haut, et j'ai hurlé si fort que la vigne vierge s'est décrochée du mur. « Ta fille ou ta vie ?» Il ne m'est rien venu de plus malin à l'esprit. Le marchand, parce que c'était un marchand, s'est mis à brailler. Après quoi, il m'a avoué que sa fille n'avait que 8 ans. Ça te fait rire ? Non. Moi, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer sur mon satané destin. J'avais de la peine pour la petite du marchand. Ça me faisait mal de la voir trembler. Je l'ai invitée à entrer, je lui ai donné à boire et à manger. Quand elle est partie, je lui ai rempli un petit sac d'or et de pierreries. Il faut que tu saches que dans les sous-sols du château, il y avait un trésor qui datait du temps de papa. Comme je ne savais pas trop quoi en faire, je pouvais faire un geste, le marchand rayonnait. Il se confondait en remerciements à s'en baver dessus. Il a dû se vanter de son histoire parce que 2 mois ne s'étaient pas écoulés qu'un autre marchand est arrivé, avec un assez grand sac qu'il avait préparé d'avance, et sa fille, assez grande elle aussi. Nivelaine étendit ses jambes sur la table et s'étira en faisant craquer son fauteuil. Je me suis mis d'accord avec le marchand en 2 temps 3 mouvements, poursuivit-il. Nous avons établi qu'il me la laisserait 1 an. J'ai dû l'aider à charger son sac sur son mulet. Tout seul, il ne l'aurait pas soulevé. Et la fille ? Pendant quelque temps, elle a été prise de convulsions chaque fois qu'elle me voyait. Elle était persuadée que j'allais la manger. Mais au bout d'1 mois, nous prenions nos repas ensemble, nous causions et allions faire de longues promenades. Mais même si elle était gentille et très dégourdie, j'avais la langue qui s'empêtrait quand je bavardais avec elle. Tu sais, Geralt, j'ai toujours été timide avec les filles, je me suis toujours ridiculisé, même devant les vachères qui avaient du purin sur les cuisses. Alors que les écuyers les prenaient comme ils le voulaient, dans tous les sens. Même, elles se moquaient de moi. Alors, me disais-je, avec la gueule que j'ai, je ne me forçais même pas à lui expliquer la raison qui m'avait amené à payer si cher une année de sa vie. L'année s'est traînée comme la puanteur dans le sillage des troupes levées en masse. Jusqu'au jour
où le marchand est revenu la chercher. Résigné, je me suis enfermé dans la maison et je suis resté plusieurs mois sans réagir quand des visiteurs m'amenaient leur fille. Après, cette année passée en compagnie, j'ai compris combien il m'était difficile de n'avoir personne à qui adresser la parole. Le monstre laissa échapper un bruit, qui voulait être un soupir, mais qui résonna comme un hoquet. La suivante, reprit-il au bout d'un moment, s'appelait Fen. Petite, vive, elle gazouillait tout le temps, un vrai pinson. Elle n'avait pas du tout peur de moi. Un beau jour, c'était justement l'anniversaire de ma première coupe de cheveux. À l'âge de raison, nous avons bu tous les deux de l'hydromel et... Aussitôt après, j'ai sauté du lit pour courir au miroir. J'avoue que j'ai été déçu et que ça m'a déprimé. Ma gueule n'avait pas changé. J'avais peut-être juste l'air un peu plus bené. Et on dit que les contes renferment la sagesse populaire. Elle ne vaut pas tripette, cette sagesse, Geralt. Enfin, Fen s'est empressé de faire de son mieux pour m'aider à oublier mes soucis. C'était une fille joyeuse, c'est moi qui te le dis. Tu sais, le jeu qu'elle avait imaginé, on s'amusait tous les deux à effrayer les indésirables. Imagine. Quelqu'un entre dans la cour, jette un regard circulaire, et voilà que je bondis sur lui à quatre pattes en poussant des rugissements, et que Fen, entièrement nu, s'assied sur mon dos et sonne du corps de chasse de Pépé. Oh, Fen est resté chez moi une année entière, continua-t-il. Et puis, elle est retournée dans sa famille avec une belle dot. Elle s'est débrouillée pour se marier avec le propriétaire d'un cabaret, un veuf. Raconte la suite, Nivelaine. C'est passionnant. Vraiment ? Demanda le monstre qui se grattait entre les oreilles en produisant un cliquetis. Bon, d'accord. La suivante, Primula, était la fille d'un chevalier désargenté. Le chevalier est arrivé ici avec une vieille rosse décharnée, une cuirasse rouillée et des dettes à n'en plus finir. Je t'assure, Geralt, qu'il était aussi répugnant qu'un tas de fumier, et il en répandait l'odeur. Primula, j'en aurais donné ma main à couper, avait dû être conçu pendant qu'il était parti à la guerre, parce que elle était tout à fait mignonne. À elle non plus, je ne faisais pas peur, d'ailleurs. Ce n'est pas étonnant parce que comparé à son père, je pouvais passer pour quelqu'un de tout à fait beau et gracieux. Comme j'ai pu le découvrir, elle avait un sacré tempérament et une fois que j'ai eu pris confiance en moi, je ne laissais pas échapper une occasion. 2 semaines plus tard, Primula et moi avions déjà des relations plus intimes. Elle adorait me secouer par les oreilles en s'exclamant « Mors-moi, animal ! Déchire-moi, affreuse bête !» et des idioties de ce genre. Pendant les pauses, je courais jusqu'au miroir, mais figure-toi, Geralt, que je me regardais avec une inquiétude grandissante. J'aspirais de moins en moins à retrouver mon ancien physique de souffreteux. Tu sais, Geralt, de gars plutôt indolent, j'étais devenu un solide gaillard. Avant, je n'arrêtais pas d'être malade, je toussais, j'avais sans arrêt la goutte au nez, et désormais, je n'attrapais jamais rien. Et les dents, tu ne me croiras pas si je te disais dans quel état étaient mes dents. Alors que maintenant, je peux mordre le pied d'une chaise. Tu veux que je te montre ? Non, ce n'est pas la peine, C'est peut-être aussi bien. dit le monstre en ouvrant sa gueule. Ça a amusé les demoiselles de me voir faire le pitre, et il ne reste plus beaucoup de chaises entières dans la maison. Nivelaine bâilla. Après quoi, son énorme langue s'enroula en cornée. Ça me fatigue de causer, Geralt. En bref, après, il y en a eu encore 2, Ilka et Venimira.
L'histoire se déroulait chaque fois de la même manière. C'était à périr d'ennui. D'abord, un mélange de crainte et de réserve, puis des liens de sympathie, consolidés par quelques petits souvenirs de valeur. Ensuite, c'était les morts-moi, mange-moi tout entière, et puis le retour du papa, les tendres adieux, et le trésor qui se réduit de plus en plus. J'ai décidé de prolonger mes pauses de solitude. Bien entendu, il y avait belle lurette que je ne croyais plus que le bisou d'une vierge pouvait modifier mon apparence. Je m'étais fait à cette idée et était même parvenu à la conclusion que les choses étaient bien comme elles étaient. Il ne fallait rien y changer. Vraiment rien, Nivelaine? Si tu savais, je te l'ai dit. Primo, mon physique me valait une santé de fer. Secondo, ma différence faisait aux filles l'effet d'un aphrodisiaque. Ne ris pas! Je suis quasiment sûr et certain qu'en tant qu'homme, il aurait fallu que je me dépense comme un fou pour gagner les faveurs d'une Vénimira, par exemple, qui était une fort belle demoiselle. J'ai comme l'impression qu'elle n'aurait même pas eu un regard pour le garçon du portrait. Tertio, la sécurité. Mon petit papa avait des ennemis, quelques-uns ont survécu. Ceux que les écuyers ont envoyés sous terre, sous mon pitoyable commandement, avaient de la famille. Les caves étaient pleines d'or. Sans la terreur que je fais naître, l'un ou l'autre serait venu pour s'en emparer. Ne serait-ce que des paysans armés de fourches. Tu as l'air tout à fait certain de n'avoir rien fait sous ta forme actuelle qui te fasse encourir la défaveur de qui que ce soit, dit Geralt en jouant avec sa coupe vide. La défaveur d'un père ou de sa fille, d'un parent ou d'un fiancé. C'est réellement le cas, Nivelaine? Laisse tomber, Geralt! S'emporta le monstre. De quoi parles-tu? Les pères étaient fous de joie, je te l'ai dit. J'étais généreux au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et leurs filles! Si tu les avais vues, quand elles arrivaient ici avec leurs vilaines robes de gros draps, leurs menottes usées par les lessives, voûtées à force de porter des bacs. Primula, 2 semaines après son arrivée chez moi, avait encore sur le dos et les cuisses les marques des coups de lanière que son chevalier, le petit papa, lui administrait. Chez moi, elles vivaient comme des princesses. Elles ne prenaient dans leurs mains qu'un éventail. Elles ne savaient même pas où était la cuisine. Je les vêtais et les parais de fanfreluches et de bijoux. Je faisais couler de l'eau chaude à la demande, dans la baignoire d'émail, sur laquelle mon cher papa avait fait main basse à Assangar pour l'offrir à ma mère. Tu imagines? Une baignoire en émail. Il n'y a pas beaucoup de régents, que dis-je, de suzerains qui possèdent une baignoire en émail. Pour elle, cette maison était une maison de rêve, Geralt. Et en ce qui concerne le lit, eh bien... Peste! La vertu par les temps qui courent est bien plus rare qu'un dragon de roche. Je n'en ai forcé aucune, Geralt. Mais tu soupçonnais quelqu'un de m'avoir payé pour que je te tue. Qui aurait pu le faire? Un coquin qui souhaiterait ce qui reste dans ma cave et qui n'a plus de fille. Dit Nivelaine d'un ton expressif. La cupidité humaine est sans limite. Tu ne vois personne d'autre? Non, personne. Ils restèrent silencieux, les yeux rivés sur les petites flammes des bougies qui clignotaient nerveusement. Nivelaine, dit tout à coup Geralt, tu es seul en ce moment? Sorceleur! Répondit le monstre après un silence. Je pense qu'en principe, je devrais t'accueillir d'insultes. Te prendre par la peau du cou et te jeter dans l'escalier. Tu sais pourquoi? Parce que tu me prends pour un imbécile. Depuis le début, je te vois. Tu dresses l'oreille. Tu n'arrêtes pas de regarder la porte. Tu le sais bien que je n'habite pas seul. Je me trompe. Non. Excuse-moi. La peste soit tes excuses. Tu l'as vu? Oui. Dans la forêt,
près de l'entrée du château. Et est-ce la raison pour laquelle les marchands et leurs filles repartent bredouille depuis un certain temps? Alors, tu savais ça aussi? Oui, c'est bien pour cette raison. Me permets-tu de te demander si... Non, je ne te le permets pas! Un silence plana de nouveau. Bon, si telle est ta volonté, finit par dire le sorceleur en se levant. Je te remercie pour ton hospitalité, mon cher hôte. Il est temps que je reprenne la route. C'est juste! Dit Nivelaine en se levant lui aussi. Pour diverses raisons, je ne peux pas t'offrir le gîte, et je ne t'incite pas à passer la nuit dans ces forêts. Depuis que la contrée s'est dépeuplée, et il ne fait pas bon traîner par ici la nuit. Tu devrais rejoindre la route avant le crépuscule. J'en tiendrai compte, Nivelaine. Tu es sûr que tu n'as pas besoin de mon aide? Le monstre lui jeta un regard en biais. Tu es sûr que tu pourrais m'aider? Que tu arriverais à me désenvoûter? Je ne pensais pas seulement à cette aide-là. Tu n'as pas répondu à ma question. Encore que, si tu y as répondu, tu n'y arriverais pas. Geralt le regarda droit dans les yeux. Ce jour-là, lui dit-il, vous avez joué de malchance. Parmi tous les temples de Gélibol et de la vallée de Nimnar, il a fallu que vous choisissiez l'église de Cora Macter, l'araignée à tête de lion. Pour rompre le charme que t'a jeté la prêtresse de Cora Macter, il faut des connaissances et des compétences que je n'ai pas. Et qui les a? En fin de compte, ça t'intéresse? Tu disais que tu te trouves bien comme tu es. Oui, mais pour autant que je pourrais l'être, j'ai peur de... De quoi as-tu peur? Le monstre s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Il se retourna. J'en ai assez que tu me poses sans arrêt des questions au lieu de répondre aux miennes, sorceleur. Apparemment, il faut t'interroger à l'avenant. Écoute, depuis quelque temps, je fais des rêves affreux. Peut-être que le mot monstrueux serait plus approprié. Est-ce que j'ai raison d'avoir peur? Sois bref, s'il te plaît. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te réveiller de ce genre de rêve, avec les pieds couverts de boue, avec des aiguilles de sapin ou de pin dans ton lit? Non. Et est-ce que... Non! Sois bref, s'il te plaît. Non. Ah, enfin! Allons-y, Je te raccompagne. Dans la cour, tandis que Geralt arrangeait le bas, Nivelaine caressa la jument sur les naseaux, lui flatta l'encolure. Ablette, heureuse de ses caresses, inclina la tête. les animaux m'aiment bien, Se vanta le monstre. et je le leur rends bien. Gourmandine, ma chatte, qui s'était d'abord enfuie, est revenue. Pendant longtemps, ça a été le seul être vivant à me tenir compagnie dans mon malheur. Verina aussi. Il s'interrompit, fronça les sourcils. Geralt sourit. Elle aime aussi les chats? Les oiseaux! Fit Nivelaine, l'air contrarié. Peste! Je me suis trahi. Bon, tant pis. Ce n'est pas une énième fille de marchand, Geralt, ni une énième tentative de découvrir un grain de vérité dans d'anciens contes. C'est sérieux. Nous nous aimons. Si tu ris, je te tire dans la gueule. Geralt ne riait pas. Ta Virina est probablement une ondine. Tu le sais. Je le soupçonne. Elle est mince, elle a les cheveux noirs, elle parle peu, dans une langue que je ne connais pas. Elle ne mange pas la nourriture des hommes. Elle disparaît des journées entières dans la forêt, puis revient. C'est un trait caractéristique des ondines. Plus ou moins, dit le sorceleur en réglant la sangle. Tu penses certainement qu'elle ne reviendrait pas si tu redevenais un homme? J'en suis sûr.
Tu sais comme les ondines ont peur des hommes. Peu de gens en ont vu de près. Et Virina et moi... Oh, peste! Salut Geralt. Salut Nivelaine. Le sorceleur donna un coup de talon dans le flanc de sa monture et se dirigea vers la porte du château. Le monstre l'accompagna en traînant les pieds. Geralt, Je t'écoute. je ne suis pas aussi stupide que tu le penses. Tu as suivi la trace d'un des marchands qui sont venus ici récemment. Est-ce qu'il est arrivé malheur à l'un ou à l'autre? Oui. Le dernier est venu chez moi, il y a 3 jours, avec sa fille. Pas très belle d'ailleurs. J'ai ordonné à la maison de fermer toutes les portes et tous les volets. Je n'ai pas donné signe de vie. Ils ont flâné dans la cour et puis ils sont repartis. La fille a cueilli une fleur du rosier de Tantine qu'elle a accrochée à sa robe. Cherche-les ailleurs, mais fais attention, la contrée est dangereuse, je te l'ai dit. La nuit, la forêt n'est pas très sûre. Il s'y passe des choses qui ne sont pas belles à voir ni à entendre. Merci Nivelaine. Je ne t'oublierai pas. Qui sait, peut-être que je trouverai quelqu'un qui... Peut-être que oui, peut-être que non. C'est mon problème, Geralt. Ma vie et mon châtiment. J'ai appris à supporter ma situation, je m'y suis fait. Si les choses s'aggravent, je m'y ferai aussi. Et si elles s'aggravent pour de bon, ne cherche personne. Viens seul et mets un terme à l'affaire en sorceleur. Salut, Geralt. Nivelaine fit demi-tour et repartit d'un pas alerte vers le château. Et il ne se retourna pas une seule fois.